Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette interview choc. Il a décidé de rompre les silences après avoir pris quand même la parole par écrit pendant très longtemps en publiant des tribunes. Aujourd'hui, il renoue avec l'audiovisuel en voulant partager avec nous, avec vous, sa parole. Lui, c'est Adolphe Muzito, honorable député, élu des Kikwit, ancien Premier ministre de la République du Congo. Il est l'invité pour cette interview que je salue. Honorable Muzito, bonjour. Bonjour. Merci donc d'accepter cette interview et ça n'a pas été facile pour nous de vous convaincre de parler parce que vous avez décidé de rester loin de tout, mais en nous offrant de temps en temps des tribunes. Nous sommes ici à Bibois, c'est quand même dans la périphérie de la ville de Kinshasa, où vous êtes pratiquement, on dirait, en retraite. Et nous sommes venus ici, chez vous, pour que vous puissiez ouvrir la parole et parler. Vous allez donc nous parler des questions essentielles, nous allons parler de votre propre situation actuelle, nous parlerons du pays, de l'économie, nous parlerons de votre vision sur la prospective, et nous parlerons du social, de ce que la population attend de ses élites. Pour en parler, je suis donc heureux d'accueillir sur ce plateau des confrères et des consoeurs, Anita Luamba de la RTVS1. Bonjour Anita. Bonjour Olivier. Merci donc d'être là. Je salue le doyen, Oscar Kabamba, qu'on ne présente plus, de la RTNC. Bonjour. Et la plus talentueuse, Rachel Kissita, de Numérica Télévision. C'est avec donc les confrères que nous allons discuter avec l'honorable Muzito. Nous savons déjà d'entrée des jeux qu'il prend la parole pendant longtemps. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a que quelques minutes. Alors nous vous demandons d'être assez concis dans les réponses. Mais première question, pourquoi avoir gardé silence pendant si longtemps? Et pourquoi décider aujourd'hui de rompre ce silence? Oui, disons qu'il y a une petite contradiction dans les propos que vous tenez. Je n'ai pas gardé silence. Il est vrai qu'en tant qu'ancien Premier ministre, je me devais un devoir de réserve pendant 1 an, 2 ans après avoir quitté mes fonctions. Mais tout de suite après, j'ai pris l'option, cette fois-là comme député, de m'exprimer. Mais à ma manière. Probablement parce que nous sommes tous des traditions orales. Mes écrits peuvent apparaître comme ne pas être une communication. Mais moi, je pense que c'en est une. Donc, je me suis exprimé par écrit pour donner mon analyse, mon observation fort des moments. Les tribunes. Nous sommes à la 11e. Nous sommes à la 11e. Maintenant, des questions ont fusé de partout. Il fallait quand même que j'intervienne moi-même pour expliquer ici et là ma compréhension des choses. Évidemment, à la lecture de ces tribunes, d'autres interrogations ont surgi sur ce que vous êtes aujourd'hui. Ces tribunes ont été profondes parce que les faits traités étaient des faits réels, mais le ton utilisé était un ton presque revanchard, critiquant, un ton que utiliserait rarement un membre de la majorité. C'est la question donc que je vais vous poser. Êtes-vous aujourd'hui encore membre de la majorité? La question qu'il fallait poser, ce serait celle de savoir, êtes-vous du parti Lumumbiste Unifié? Je réponds par oui. Et si je suis du parti Lumumbiste Unifié, c'est que je suis membre de la majorité. Le pouvoir ici, nous avons concourir à celle qui soit là. Et donc nous assumons et les bilans et plus ou moins, disons, les programmes en action, mais aussi les bilans. Mais ici et là, nous donnons notre contribution. Nous allons prendre Rachel Kissita sur cette question-là, de votre parcours. Rachel. Je dois, parce que vous posez la question, suis-je encore membre de la majorité? Oui. Ça suppose que vous voulez dire que mes tribunes, en fait, vous l'avez dit, sont assez critiques vis-à-vis de la majorité. Ça prend même des allures que prennent les propos des opposants quand ils jugent l'action gouvernementale. Oui, n'oubliez pas que j'ai changé de rôle dans l'entretemps. J'étais Premier ministre, membre du gouvernement, donc dans l'action, et que, à la suite des élections de 2011, je suis devenu député. Pas de l'opposition en tout cas. Mais quel est le rôle d'un Parlement? Quand on est acteur du Parlement, membre d'un Parlement, par rapport au gouvernement? Non, de contrôler sa propre majorité au gouvernement. Et de faire des propositions. C'est le rôle que je me suis imposé, c'est lui d'apporter la critique, comme quand on est devant le perchoir, n'est-ce pas? On formule des critiques au programme du gouvernement déjà avant d'investir le gouvernement.
Quand le gouvernement vient avec le budget, on apporte la contribution, on critique, on fait des observations, on fait des propositions. C'est le rôle que j'ai fait dans le cadre de cette division du travail, en tant que membre d'un organe de contrôle du gouvernement. Nous allons quand même répondre Rachel Sida. Alors, Nzito, vous décidez de refaire votre comeback médiatique. Tout à l'heure, vous avez dit que vous décidez... Je suis dans le média, voilà. Et par écrit. C'est un comeback médiatique par rapport à la télévision et à la radio. Voilà, vous êtes dans la presse écrite. Mais vous dites que vous décidez de vous exprimer en tant que député national autrement. Alors, je vous pose une question. Pourquoi signez-vous vos tribunes comme étant ministre honoraire? Vous auriez pu signer Adolphe Nzito, député national élu de Kikwit. Oui, mais c'est l'une de mes fonctions que j'ai exercée en son temps, parce que je veux montrer à travers cette attitude que j'ai dit une expérience de l'exécutif et que je m'en sers. Et je m'en sers. Vous assumez comme député national. Oui, je peux m'assumer comme député, mais seulement l'expérience que vous lisez dans les contenus de mes tribunes, c'est principalement inspiré de mon expérience de présidentiel Premier ministre. Vous êtes député national, la tribune ou le lieu pour vous exprimer en tant que député démocratiquement, c'est la tribune de l'hémicycle. Pourquoi vous ne le faites pas là-bas? Vous aurez remarqué que par rapport à mes tribunes, le temps quand on est député pour s'exprimer, ce n'est pas assez pour donner le maximum d'idées qu'on a, les grandes observations qu'on a sur l'action de l'État. C'est pourquoi j'ai fait le choix de m'exprimer sous ces formats-là. Par les tribunes. De la République démocratique du Congo, un État sans province, en passant par le dialogue vertical, jusqu'à l'émergence, je veux dire, l'émergence à l'horizon 2030, illusion ou propagande. Adolphe Nzito, vous recherchez quoi exactement? Je donne ma contribution à la réflexion, je donne ma contribution au débat dans notre pays. Quand j'ai dit la République démocratique du Congo est un État sans province. C'est une évidence de mon point de vue. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut tout simplement dire que les provinces, dans l'État où elles étaient avant le démembrement et dans l'État où elles sont, en fait, elles ne sont pas des provinces. Tout simplement parce que, en regardant les prérogatives des provinces, à savoir les compétences exclusives que sont l'enseignement, la santé, l'agriculture et les affaires coutumières, ces prérogatives sont toujours exercées jusqu'à ce jour par le pouvoir central. Plus critique, vous dites plus loin, le royaume des bornes conduit par les habitants. Bon, vous allez reposer cette question quand j'aurai fini de répondre à celle-là, à la première. Nous sommes d'accord que les provinces, dans leur fonctionnement aujourd'hui, ne bénéficient pas du pouvoir central, y compris à mon époque, parce que j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme. Parce que j'ai écrit à ces propos, parlant des contraintes et difficultés de province, dans les procédures de leur mise en application, j'avais déjà relevé la faiblesse. Et donc, les provinces aujourd'hui restent, avant le démembrement comme aujourd'hui, des simples administrations, sans prérogative constitutionnelle, l'air dévolu par la Constitution, sans ressources, l'air dévolu par la Constitution, c'est des déconcentrations de l'État. Je voulais indiquer cela pour sensibiliser l'élite politique, les dirigeants politiques que nous sommes, pour qu'on accélère la mise en place des provinces telles que décrites par la Constitution. Vous allez continuer, soyez calme. Vous avez encore la parole pour une dernière question sur ce chapitre-là. Mais j'aimerais quand même demander à notre invité. Il a publié les tribunes, nous les avons lues, certains les ont publiées dans leur colonne, mais ça vous a quand même valu une suspension au PALU. Votre parti, tout à l'heure vous avez revendiqué votre appartenance au PALU. C'est mal entendu, je suppose que c'était mal entendu, parce que vous n'avez pas commencé à publier ces tribunes pour vous faire exclure de votre parti. Mais comment vous jugez ça politiquement, si déjà votre parti ne comprend pas votre démarche? Non, c'est pas que il comprend la démarche, mais c'est une ligne différente. La direction qui gérait les affaires à cette époque avait une vision différente. Elle estimait qu'il fallait rester dans l'unité de commandement. Et moi, je pense que pour un parti des masses, pour un parti de gauche, les clivages à l'intérieur ne manquent pas. Et je m'exprimais en tant que militant, en tant que cadre du parti, parce qu'en définitive, comme vous le savez, un parti politique, c'est aussi un contre-pouvoir, même si le gouvernement en place, c'est son propre gouvernement à 100%.
Et les partis politiques doivent interpeller les camarades qui sont au niveau de l'action politique, au niveau du pouvoir d'État. Ils doivent formuler des critiques pour dire attention les camarades, vous qui gérez l'État, vous êtes en dehors de la ligne pour laquelle nous vous avons confié ces responsabilités. Et, mais je n'ai pas fini de répondre à sa question. Elle a voulu aussi savoir que ce que je voulais entendre par les royaumes des bornes. Des bornes. Non, les royaumes des aveugles conduits par les bornes. Vous savez, notre pays est caractérisé par un grand fossé entre les élites et les dirigeants politiques. Ça s'est traduit par les suffrages que le peuple nous donne. Vous prenez les 10 premiers partis de notre pays, les principales, c'est le PPRD. Il ne pèse que 12% de l'électorat national. Il est suivi, je parle de tous les partis, hein, opposition majorité mise ensemble. Les suivants, c'est 9%, c'est l'UDPS. Suivi, je crois, du MSR. Non, oui, MSR, je crois plus ou moins 4%, avec une trentaine de députés. Ils ont quand même maintenu les caps. Je crois le Paloum au parti c'est 3%, etc. Donc vous faites la somme de tous les principaux partis qui aujourd'hui peuvent ou sont supposés parler au nom du peuple, ils n'ont pas 40%. C'est à peine, ils ont 44%. C'est-à-dire qu'ensemble, ils ne sont pas représentatifs de la majorité nationale. Et voilà que ce sont ces messieurs que nous sommes qui dirigent les pays. Les uns dans l'action et les autres dans la contradiction, dans l'opposition donc. C'est très grave. Parce qu'il y a des pays, y compris africains, pour lesquels si tu n'as que 3%, tu ne peux pas siéger au Parlement. Le principal parti du pays, c'est les PPRD, mis ensemble avec son principal parti d'opposition, l'UDPS, ensemble, ils font à peine 22%. Et si vous les mettez ensemble, ils ne peuvent pas représenter le pays et le peuple. Voilà que ceux qui nous dirigent. Ils dirigent quoi? Ils dirigent ceux qui ont plus ou moins, je mets le principal parti politique du pays, ils dirigent ceux qui ont plus ou moins 55 ou 56% au sein du Parlement. Et le pays avec. C'est une anomalie. Ça signifie que le peuple, finalement, n'a pas donné son pouvoir à ces principaux partis, ni à l'opposition, ni à la majorité. Ça signifie que finalement, le peuple n'est incarné par personne. Mais alors, il est dirigé par défaut. Ce sont des raccourcis, hein, on peut dire que ça vous fait des raccourcis. Parce que le peuple a quand même choisi. Et ce choix a été exprimé. Même s'il n'a pas pris la majorité de toute la population, encore faut-il que les gens aillent voter et veulent voter. Tout le monde n'est pas politisé. Oui, mais c'est tous les déficits auxquels vous faites allusion tacitement. Et je voudrais quand même vous dire que le peuple a voté, mais il a voté par défaut. Et il a voté les individus plus que des forces politiques, des projets politiques. C'est là où se situent les déficits. Donc, les partis qui nous dirigent aujourd'hui, si vous les mettez, vous les amenez en Angola, en Afrique du Sud, ils seront les derniers partis de l'opposition. La parole doit tourner. Et donc, ça signifie que les pays... Non, quelqu'un d'autre. Je vais terminer par une petite question. Non, vous allez revenir, Rachel. Je n'ai déjà pas encore fini de répondre à toutes vos questions. Vous avez... Vous allez revenir. Une question aussi simple. Vous êtes Premier ministre, personne n'écrit des tribunes pour critiquer votre action ou l'action gouvernementale. Pourquoi vous le faites pour votre ancien ministre des Finances? Vous voulez me mettre mal à l'aise, Matata Pognon? Oui, mais justement, je me plains de ce que quand j'étais au gouvernement, il n'y ait pas un discours alternatif, ni de l'opposition, ni de mon camp politique, y compris pour m'orienter. Il ne faut pas avoir cette approche. Vous savez, encore une fois, on est des cultures monarchiques. On pense, hein, en monarchie, c'est la descendance, c'est la lignée, c'est le communautarisme. Si vous développez une réflexion contraire à la famille, à la lignée, bon, vous êtes un traître. Ici, c'est la République. La République, c'est la séparation de pouvoir. Donc la République sépare déjà, indique, vous serez là pour gérer, les autres seront là pour vous critiquer, et ceux-là pour vous contrôler, et pour vous amener à redresser le chemin. Ils ont cette mission-là, et c'est organisé. Or, nous avons fait le choix d'entrer dans la République. Nous devons de plus en plus oublier la monarchie, l'unanimisme, le communautarisme pour entrer dans le débat. Ce débat-là, c'est une façon de coacher, d'encourager. J'aurais aimé à mon époque, et je veux que nous soyons très nombreux à critiquer l'action du gouvernement, mais de manière constructive, pour l'aider à réajuster les tirs. Ce n'est pas parce que moi je développe une réflexion que je la publie que nécessairement j'ai raison. Déjà en les faisant, je m'expose à la critique des autres. Pas une critique personnelle, mais la critique sur les idées que je développe pour qu'on enrichisse. C'est comme ça que les sociétés avancent. C'est dans la dialectique, la critique, c'est dans l'affrontement des idées que jaillit la lumière, dit-on. Oscar Kabamba.
Voilà. Honorable Mozito, je répondis sur la question de Willy Kangai tout à l'heure, puisque politiquement, on ne parvient pas encore à vous situer. Vous vous dites toujours du Palou, votre parti avec lequel... Non, pas toujours du Palou, du Palou. Du Palou, votre parti avec lequel vous avez eu maille à partir, qui vous a indexé, et plus tard peut-être réhabilité à cause de votre... Pas encore. À cause de votre tribune. Et vous continuez d'ailleurs, vous persistez toujours dans la publication. Est-ce que cela signifie que vous avez une voix politique dans laquelle vous vous engagez et que vous ne voulez pas encore exprimer clairement aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce que vous serez candidat à la présidentielle? Oui, 2-3 questions à la fois. Je suis militant du parti Lumumbiste unifié. Je ne suis pas dans la hiérarchie qui gère le parti. Mais vous êtes dans la ligne de conduite du parti tout le monde. Non, ce n'est pas la ligne, c'est une appréciation de ceux qui à un moment donné dirigeaient le parti. Il estimait que nous devons garder l'unanimisme sur l'action du gouvernement. Et moi, je n'étais pas de ces points de vue-là. Et donc, je continue parce que je considère que j'ai fait du bien pour le pays et pour le parti. Je formule des critiques, des observations, j'ai fait des propositions pour accompagner l'action gouvernementale. Et d'ailleurs, les critiques ne concernent pas que le gouvernement actuel, ça concerne les anciens gouvernements, y compris le mien. En fait, je fais l'observation de l'évolution de notre pays, j'ai fait des propositions. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut animer la vie nationale. C'est pas pour rien que nous avons lutté contre l'unanimisme de l'ancien régime. Même si cela ne plaît pas aux instances qui dirigent le Palou. Oui, aux instances qui, à un moment donné, dirigeaient le Palou. Mais il n'y a pas que cette raison pour laquelle j'ai été suspendu. J'ai été aussi suspendu pour un retard de cotisation. C'est pour vous dire que tout est une question d'approbation. Oui. Alors, non. Non, mais là encore, c'est pour dire que c'est une question d'appréciation de la direction du parti à un moment donné. Alors, attendez, par rapport à la... Parce que j'ai parlé de ma cotisation, hein, j'étais en retard de payer. C'est pas grave, je vais vous expliquer. C'était fait exprès. Non, c'est une question d'appréciation. Je suis de ceux, comme tous les militants, chacun suivant sa capacité contributive, qui soutient le parti. Je suis de ceux qui soutiennent le parti. Et donc, au moment où on me suspendait, je venais, 3 mois auparavant, de faire un don au parti de plus ou moins 200 000 $. En termes de drapeaux et autres, vareuses pour les équipes du parti, etc. Mais la procédure n'était pas encore à terme parce que j'ai entreposé dans les dépôts du parti ces stocks de biens pour les comptes du parti. La session n'avait pas encore eu lieu. Et donc, dans mon entendement, je pouvais, en évaluant, en faisant la session au profit du parti, évaluer pour imputer une partie aux arriérés des cotisations qui étaient minimes par rapport aux dons. Mais les camarades, par principe, estimaient que ces dons en perspective n'avaient rien à voir avec les cotisations qui, en termes de rubriques, et autre chose. Et ils ont pensé que j'étais en situation irrégulière. Et donc, je trouve qu'ils avaient raison sur le plan du principe. Et politiquement, vous pouvez apprécier si cette décision... Voilà, donc un peu pour dire que la direction du parti, ceux qui gèrent le parti peuvent apprécier les choses d'une manière ou d'une autre, mais c'est dans la durée qu'on fait l'évaluation pour apprécier ce que chacun aura fait. Là, je comprends que le climat n'est pas encore assaini entre vous et la direction de votre parti. Est-ce que cela signifie, je vais encore sur ma question de tout à l'heure, est-ce que cela signifie que vous tracez votre chemin? Donc je n'ai pas pour cela besoin de tracer mon chemin parce que je n'ai pas été exclu du parti. Je suis suspendu. D'ailleurs, à des fonctions qui n'existaient pas parce que je n'étais que consultant. Une suspension qui dure quand même. Oui, c'est 3 ans. Je crois que j'ai déjà fait 1 an, 2 ans, c'est pas beaucoup pour l'histoire d'un parti. Vous avez fait un recours, donc il n'a pas été accepté. J'ai fait un recours auquel on n'a pas donné la réponse jusqu'ici. Ça signifie que même avec le patriarche, vous êtes en faute? Non, ça n'a rien à voir avec le parti. Ici, nous parlons du parti. C'est lui quand même qui nomme. Oui, mais il est un organe, il anime un organe, il ne faut pas le percevoir. Vous savez, avec Gizenga, c'est lui qui l'avait signé. Oui, ben, ça n'a rien à voir. Avec Gizenga, vous pouvez être en bon terme humainement. Mais quand la direction du parti décide qu'on frappe et qu'on lui montre qu'il y a une faute, il frappe.
Donc ça n'a rien à voir avec le rapport. Mais la parole va tourner, Oscar. Ça n'a rien à voir avec... Depuis, c'est une question à laquelle l'honorable Mosito n'a pas encore répondu. Je la repose encore de manière peut-être un peu brutale. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine présidentielle, puisque de plus en plus dans le pays, on en parle? Oui. D'abord, avant de vous répondre, cette question d'être candidat président, c'est une question sérieuse. De manière générale, mais surtout dans un pays comme le nôtre, où il y a quand même une défiance, un fossé entre les peuples et les élites. Nous devons vider les fossés. Les peuples nous reprochent, après 55 ans d'indépendance, d'avoir rien fait et d'être à la queue de tous les pays africains. On ne lui a jamais donné cette explication. Pourquoi il est à la queue par rapport à l'ensemble des pays africains. Vous avez dirigé le gouvernement pendant 4 ans. Ah ben oui, moi non plus, je n'ai pas pu résoudre. On ne peut pas résoudre les problèmes de ce pays. Justement, c'est cela la problématique. On ne peut pas résoudre les problèmes de ce pays en 5 ans, ni en 10 ans, en 20 ans. Mais on a fait beaucoup de choses, malheureusement. Et c'est là les problèmes du dialogue vertical entre les peuples et les élites. Moi-même, je me reproche une chose. C'est que, devenu Premier ministre, d'abord membre du gouvernement communiste du budget, le président de la République, Kabila, annonce sa vision, les 5 chantiers. Ce n'était pas en soi un programme. C'est une vision. C'est à nous, gouvernement. C'était à nous, le gouvernement, de matérialiser cette vision en termes de programme. Et tout devait partir de l'évaluation et de l'état des lieux. La tradition chez nous, malheureusement, consiste, quand on fait un état des lieux, c'est contenter de regarder la trésorerie pour dire voilà l'état des comptes, voilà les réserves de change, voilà les soldes du trésor public, mais on occulte l'ensemble des questions sociales, des questions d'infrastructure, etc. Si nous avions fait un état des lieux et dire au peuple, 5 chantiers signifient les routes, mais les routes, il en faut plus ou moins 58 000 kilomètres, routes d'intérêt général. Il en faut 90 000 kilomètres, routes d'intérêt local. Et que pour toutes ces routes, il faut 50 milliards de dollars, et que dans les comptes du Trésor, nous n'avions rien, mais qu'en perspective non plus, sur 5 ans, nous ne pouvions pas mobiliser autant d'argent. 5 chantiers en termes de routes, c'est 3 000 kilomètres de routes. 5 chantiers en termes de l'eau et d'électricité, c'est 50 000 kilomètres, c'est 50 000 milliards de dollars, et que nous ne pourrions mobiliser sur 5 ans tant que 1 milliard. Par exemple, pour cette catégorie d'infractions. Les chômages, quels étaient les niveaux de chômage et combien d'emplois on pouvait créer sur 5 ans par rapport aux demandes, toujours, chaque année, d'emplois de la part de la jeunesse qui vient sur le marché. C'est en moyenne 2 millions de jeunes qui viennent chaque année sur le marché de l'emploi. Donc, si nous avions fait cette évaluation... Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je vais tout simplement dire que nous avons fait beaucoup de choses, mais c'est trop peu par rapport au retard qu'il fallait rattraper. Le peuple ne pouvait pas nous comprendre et il ne nous a pas compris parce que c'est que nous avons été trop pétés par rapport à ce que nous avions semblé faire comme promesse. Et parce que nous ne sommes pas partis de l'héritage en faisant un état des lieux, mais aussi nous n'avions pas indiqué au peuple qu'est-ce qui était possible sur 5 ans et qu'est-ce qui ne l'était pas, pour que si nous faisons un deal, un état des lieux en connaissance de cause, nous ayons la possibilité d'évaluer en lui disant nous n'avons promis que 100 000 emplois sur 5 ans, nous n'avons promis que 5 000 km de route. Il est normal que vous ne voyez que nous n'avons fait que 5% du travail par rapport au retard rattrapé. Donc en fait, pour dire que nous avons, dans la manière, dans notre gouvernance, dans notre façon de travailler avec le peuple, nous n'avons pas assez communiqué à l'ouverture du mandat, comme on dit, à l'ouverture du bilan, et on n'a pas eu d'éléments à brandir au peuple pour dire voilà, on vous a promis autant par rapport aux moyens qui auront été d'autant, et voilà les résultats d'autant, ne vous plaignez, parce que les deals étaient fondés sur ces chiffres-là. Alors donc c'est ça la difficulté qu'il faut rattraper aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, candidat président de la République, c'est possible, mais il y a un travail de fond à faire. Moi, je n'ai pas envie de devenir président de République à qui, d'une République, à qui le peuple va demander de manger les fruits d'un arbre qu'on n'aura pas planté avec lui et qu'on ne pourra pas planter en 5 ans. Donc il faut commencer dès maintenant. Moi j'invite la classe politique, y compris à ceux qui ont des ambitions. Ceux qui ont des ambitions, je dis, travaillons à émanciper le peuple, à lui indiquer les difficultés du pays, à lui faire la différence entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, avec l'héritage du moment quand on prend le pouvoir. C'est ce travail qui est en train de se faire dans le cadre de l'université populaire et qui se fait à travers les tribunes. Merci beaucoup de cette réponse. Je pense qu'elle est provisoire en attendant que ça soit un programme, une véritable offre politique.
Alors, Ali Talomba va prendre la parole. Adolphe Mouzito, vous sentez-vous à l'aise dans votre casquette de député national que celle de Premier ministre hier? C'est des responsabilités que la nation m'a confiées. J'essaye de donner le maximum que je puisse. Oui, vous dites que vous soutenez votre parti, le PALU, mais à lire vos tribunes, on ne sait pas exactement où vous situez, et il se murmure même que vous faites partie de ceux qui recusent, qui remettent en cause l'appartenance du PALU à la majorité présidentielle. Sinon, comment expliquez-vous cette perte d'influence au sein de l'AMP? Oui, mais justement, quand vous dites nous sommes en train de faire quoi, la majorité? Non, mais parce que d'abord, les majorités chez nous se font sans qu'on identifie les différentes forces en présence en termes de vision et d'idéologie. Et si au départ, cela était le cas, on pourrait s'attendre à ce que tel parti politique ait telle attitude face à tel événement. Il n'existe pas de courant politique tout au moins identifié clairement. C'est la même chose d'ailleurs dans l'opposition malheureusement. De sorte que quand un parti politique ou un membre d'un parti politique montre la voie ou formule une critique sur l'orientation en application dans le cadre du gouvernement à un moment donné, pour dire attention, c'est pas ça la ligne historique, c'est pas ça l'orientation et que vous sortez de la ligne. Comme ça se passe en France et dans les vieilles démocraties, vous avez suivi des socialistes qui se sont exprimés tout en soutenant le gouvernement en disant attention le camarade, vous êtes en train d'aller à droite parce que vous accordez beaucoup d'avantages au monde capitaliste sans contrepartie en retour parce que la politique telle que vous l'appliquez, nous n'avons pas les résultats sur le plan social, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'augmentation de l'emploi et tous les cadeaux fiscaux que vous accordez, voilà que ça n'a pas de contrepartie. Nous sommes des gauches, il faut augmenter, plutôt pousser la croissance en poussant la dépense plutôt en augmentant les salaires, déjà en accordant des avantages tels que la population en consommant davantage grâce à une politique de soutien à la dépense que ça puisse tirer la croissance. Donc, les socialistes, il y a un courant qui définit, mais qui ne signifie pas qu'ils ont quitté la gauche. Est-ce que votre sortie médiatique n'est pas une manière pour vous de donner votre position actuelle, comme l'a fait Moïse Katumbi ou Tchiba Moukalala et les autres? Quelle position? Mais moi, je n'ai pas compris grand-chose de leur position. Je parle parce que moi, j'estime qu'il y a une différence entre quitter son parti parce qu'on a une nouvelle vision, qu'on a l'impression que les autres ne sont pas dans la vision, et que par conséquent, on a un projet alternatif. Et le fait de dire, bon, je ne partage pas la position de tel ou tel dirigeant. Moi, je ne pense pas que je peux quitter mon parti parce que nous avons divergence de vues sur les plans. Il faut reconnaître aux autres le droit de voir les choses autrement que moi. Donc, je ne peux pas quitter mon parti pour ça. Et donc, je n'ai pas très bien compris les exemples que vous donnez. J'ai cru comprendre que ces dirigeants ont quitté les partis et parce qu'ils suspectaient, c'est très compliqué. Ils ont quitté leur parti parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le chef de parti. Moi, je ne peux pas quitter l'église catholique parce que le pape aura épousé ou est suspecté de vouloir épouser une seconde femme. Donc, non, mais d'abord, revenons sur ce que vous posez comme question. Donc, j'ai l'impression que les gens ne quittent pas leur parti par conviction idéologique, mais par souci de positionnement. Et moi, je n'ai pas besoin, si je veux être candidat président de la République, de quitter la majorité. Je trace ma voie. Et donc, je défends, je montre que j'ai une ligne qui est nouvelle et je demande aux camarades de soutenir ma vision. Vous allez formuler donc une ambition légitime en restant dans vos convictions. Dans mes convictions. Et j'attendrai que les camarades apprécient si je suis le meilleur pour soutenir cette conviction que nous sommes supposés partager ensemble. Nous avons presque fait la moitié de l'émission. Hein. Vous vous rendez compte de la difficulté que nous avons. Vous avez une route à tracer pour l'opinion. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un bilan, un passé, une image. Donc il se formule dans la tête des journalistes, en même temps des questions sur ce que vous voulez proposer, mais aussi quand même des casseroles que peut-être vous traînerez. Et parmi ces casseroles, quand on parle d'Adolphe Mouzito, nous l'avons fait ce matin en annonçant cette émission dans les réseaux sociaux, les gens reviennent pour dire qu'a-t-il fait comme Premier ministre pour qu'il ait la parole aujourd'hui. D'ailleurs, on dit qu'il a eu un enrichissement illicite. C'est un homme qui ne peut pas prendre la parole aujourd'hui. Il y a une image. Quelle est l'image finalement que l'on a de vous aujourd'hui? Quand vous voyez tout ça, je sais même qu'il y a une enquête judiciaire qui a été faite sur vos biens.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Êtes-vous si riche comme on l'a prétendu? Avez-vous pris tant d'argent à la République? Il y a beaucoup de questions à la fin. Alors vous risquez de m'empêcher de l'aborder, les points essentiels. Donc il y a un problème de votre image pour avoir été en poste comme Premier ministre et tout ce qui a été dit autour de ce poste sur vous-même. Ce qui fait que ça plombe la vérité des paroles que vous pouvez prononcer aujourd'hui. Donc vous l'avez remarqué, toutes les questions tournent autour de cela. Avant que nous prenions la deuxième partie qui va concerner vos idées, votre offre politique, votre analyse sur la situation, essayons d'évacuer cette question. Oui, merci de me donner l'occasion de... Vous aurez remarqué que je n'ai jamais bronché, je n'ai jamais réagi par rapport à cette critique. Avant d'en venir, je voudrais que vous me laissiez d'abord, parce que vous avez parlé du bilan, dire un mot de mon bilan. Moi, j'y suis nommé par le président de la République en novembre 2008. Le pays était en guerre. Et même avant la guerre, le pays était en rupture avec la communauté financière internationale. Les FMI qui avaient commencé avec le président Kabila en 2001, venaient de plier bagages au motif que le gouvernement 1+4 avait rompu les équilibres difficilement construites et ne pouvait pas aller en programme avec eux. Il fallait donc discuter avec les FMI pour les convaincre à ce qu'ils reviennent. Mais qu'ils reviennent pour qu'on reprenne avec cette fois-là un programme informel avant d'entrer dans les programmes formels. Vous savez, Willy, nous avons une tradition de travail avec les FMI et la Banque mondiale. L'histoire enseigne que les FMI, travailler avec les FMI, c'est payer la dette. Et donc ne pas être en mesure de financer les sociales. On devait réduire les salaires, on devait réduire les effectifs, on devait faire des coupes budgétaires pour le fonctionnement du gouvernement. Mais notre situation était la situation d'un gouvernement qui devait financer la guerre. Qui devait, parce que, rappelez-vous que mon gouvernement était un gouvernement des missions. Il fallait amorcer les programmes de construction des infrastructures. Il fallait financer le social, en même temps financer la guerre, stabiliser les cadres macroéconomiques, ce qui suppose payer la dette, c'est qu'il faut garder la stabilité de la monnaie. Ça signifie ne pas dépenser au-delà en créant la surliquidité monétaire et donc relancer l'inflation. Voilà des objectifs contradictoires qui exigeaient des moyens et une certaine discipline. Nous avons obtenu que les FMI reviennent, qu'on restaure la discipline. Ne perdez pas de vue que je suis un ministre comme Gizenga, d'un gouvernement réputé historiquement de gauche, mais de gauche communiste. C'est ça l'opinion ici au pays et la société internationale. Que non, on n'a jamais été communiste, nous sommes nationalistes. Nationalisme au sens traditionnel, pas le nationalisme type occidental. Parce que les Occidentaux, ils ont construit leur société, ils ont construit les valeurs, et ils ne veulent pas être aliénés par les entrées des autres. Ils se replient, c'est la tendance au repli, chauvinisme. Nous, notre nationalisme, c'est la construction d'une identité parce qu'on n'aura pas été une nation. C'est un défi vis-à-vis de soi-même pour éviter qu'on soit une juxtaposition des communautés, des tribus. Il faut créer une identité. Devenir une nation, ça suppose des conditions économiques, etc. Donc, nous sommes nationalistes, mais en même temps des gens disciplinés. L'histoire de ce pays montre que tous les programmes avec les FMI ont échoué. Nous sommes les premiers. Par principe, par discipline. Avec Gizenga, ils sont partis avoir montré à l'Occident qu'ils s'étaient trompés de nous, à notre propos, que nous sommes des gens disciplinés, mais qui n'ont pour vocation que de faire de ce pays une ex-colonie, plutôt à la place créer une nation. Et donc, on a stabilisé la monnaie en même temps qu'on payait la dette. On a augmenté les salaires. Nous avons trouvé un salaire de 5-6 $. On a augmenté jusqu'à 50 $ dès la première année. Et d'ailleurs, j'indique en passant, nous sommes partis d'un budget que j'ai élaboré parce qu'au début, j'étais ministre du budget. On est passé du budget de 800 millions de dollars pour les Congo à cette époque. Il faut jeter les fleurs aussi au gouvernement 1+4 parce qu'il a trouvé le pays avec un budget, je crois, de 300-400 millions de dollars. Nous sommes passés à 1,7 milliard. Donc on a presque doublé. Et ça nous a permis, contrairement à l'opinion, et nous on aurait aidé l'Occident à se réconcilier avec ces peuples et l'Afrique pour montrer qu'ils n'étaient pas des démons, mais qu'ils étaient tout simplement des gens avec des principes et que nous devions nous aligner sur les standards internationaux.
puisqu'on a doublé les budgets de l'État, on pouvait augmenter les salaires. Sans qu'on se sente obligé, comme on a fait croire, de réduire les salaires. Parce que sous prétexte qu'on travaille avec les FMI. Donc les FMI ne signifie pas compression des dépenses. Le FMI dit vous dépensez dans les limites de ce que vous pouvez réaliser. Et puisqu'on a doublé le budget avec Gizenga déjà en 2007, on a dû augmenter le salaire. Ça n'a pas existé dans ce pays depuis de nombreuses années, de telles augmentations. Nous avons commencé à faire face aux échéances financières vis-à-vis de nos partenaires multilatéraux et vis-à-vis du FMI d'ailleurs. J'ai jeté fleur à mon équipe, y compris le gouverneur de la Banque centrale de l'époque, c'est vraiment une bonne équipe. Donc, stabiliser la monnaie, payer la dette, sans recourir à la planche à billets, augmenter le salaire. Commencer les infrastructures en même temps qu'on devait financer la guerre. S'agissant des infrastructures, nous avons obtenu un accord entre les deux puissances, l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire les FMI et la Chine, que nous puissions nous désendetter, qu'on obtienne les désendettés, mais les désendettements en même temps que nous pouvions nous endetter auprès des Chinois, parce qu'après les désendettements, nous avons atteint des conditions de soutenabilité de notre dette additionnelle. Aucun gouvernement ne l'avait fait avant nous et aucun gouvernement ne l'a fait après, parce qu'après nous, c'était le déluge. Bon, nous allons y revenir après, mais continuez d'abord à parler de vous-même. Justement, c'est pour dire que nous avons travaillé dans la discipline, en respectant la procédure de passation de marché, la chaîne de la dépense. Et nous avons réussi, toutes les revues ont été concluantes avec les FMI. C'est ce qui a débouché à l'annulation de la dette. Nous sommes passés d'une dette de 14 milliards à une dette de 5 milliards. Mais d'où Mouzito n'a rien fait? Mais parce que je n'ai pas communiqué. Et parce que je n'ai pas gesticulé. Vous savez, quand on a des vides à combler, on utilise les artifices. J'avais pas besoin. J'ai pensé que les gens pouvaient apprécier. Mais aussi, les gens ont apprécié. Poser la question dans la rue, on vous le dira, d'expérience des journalistes, qu'avec Tango Mouzito, mon a circulé. On vous le dira. Attendez, on le dira. Maintenant, tout ça ne pouvait pas plaire. Il fallait me détruire. On a dit, Mouzito, enrichissement illicite. Mais tout ceci venait de mon bord politique. Mouzito, enrichissement illicite. 200-300 maisons. C'est même intellectuellement ingérable, 200 maisons. Et même matériellement difficile à construire. Alors, une enquête. Une enquête, avant qu'on en arrive à l'enquête, tout ça venait de mon bord politique. Il fallait me bouffer. Il fallait me bouffer parce que vous n'avez pas fait les autres, quoi. Il fallait me détruire. On a dit, il s'est enrichi illicite, mais on n'a jamais dit, cet enrichissement c'est sur compte. Parce que toutes les accusations dont les autres ont fait l'objet, c'est dit dans les ONG, etc., curieusement, ils n'ont pas fait l'objet d'enquête. Moi, il y a une enquête, comme vous l'avez rappelé si bien. L'enquête a débouché sur une conclusion transitoire. On a établi que Mouzito n'a pas 200 maisons. Mouzito a 5, 6, 7 maisons, 8 maisons, quelques maisons. Et on a indiqué, y compris les maisons de mes belles-sœurs, de mes beaux-parents. Vous en savez quelque chose. Et donc, on estime que je n'étais pas un Premier ministre. Qui peut refuser du crédit à un Premier ministre? Déjà, il a des avantages personnels dans le cadre de ses fonctions. Mon malheur, c'est que j'ai construit de manière transparente et chez moi, ici, à Léopoldville. Peut-être que les autres, avec les avantages qui sont liés aux fonctions, ils l'ont fait ailleurs et c'est pas perceptible là-bas. Et les maisons que j'ai construites, c'est dans le parcelle où j'habitais. N'oubliez pas, je rappelle que je suis un inspecteur des finances. J'ai une carrière quand j'arrive à la primature et au budget, j'avais un réseau d'amis, des grands hommes d'affaires, que j'ai eu l'occasion de contrôler, mais avec qui j'ai sympathisé, qui m'ont apprécié pour mon expertise, qui m'ont donné du boulot. Je ne peux pas, tous les grands de ce pays, déjà moi quand je deviens autorité de ce pays, ils étaient très contents parce que je suis un fonctionnaire, qui a contrôlé, qui a discuté, qui a fait quelques courses pour eux pour avoir les facilités fiscales, faire des dossiers, parce que c'est mon expertise, des dossiers pour la demande des crédits, etc. Et donc je sais monter un dossier de demande des crédits et personne ne peut refuser à un Premier ministre en privé les crédits pour... et donc, quand même pu avoir des moyens. Alors, je voudrais dire ici que les contrôles a eu lieu au niveau le plus élevé. Mais comme député, on ne pouvait pas me contrôler. On a contrôlé tous les miens. On a contrôlé dans l'administration au niveau des affaires foncières
tel bâtiment, on a dit tous les buildings, et ainsi de suite. Maintenant, on n'en parle presque plus. Tous les buildings de la ville, c'était Mozito. Mais c'est qu'on a oublié de dire que la plupart des buildings dans la ville de Kinshasa, c'est un peu grâce à Mozito aussi. Parce qu'avec la relance qui aura été la nôtre, Mozito, avec Kabila, etc., les phénomènes des buildings n'existent pas depuis longtemps dans ce pays, depuis qu'on a boosté l'économie. Et donc, il y a eu beaucoup de buildings. Mais alors, tous ces buildings, on me les a attribués. On a contrôlé. Nous avons compris, monsieur. Et donc, on a établi que ce n'était pas à moi. Mais il s'est posé toujours la question qui reste posée parce qu'on devait passer à l'étape suivante. Oui. Les 15, plutôt les 7, 8, 10 maisons là, vous les avez construites avec quel argent? Et là, moi, j'entends qu'on interpelle pour établir que cet argent, je l'ai eu où? Alors, aujourd'hui, ici, on parle de Mozito, mais on dit qu'il n'a plus rien. Il est fauché, il est fini. Mais tout ça concourt, Lui, c'est fini, donc il n'a plus rien, il est déjà... Oui, mais comment quelqu'un qui a eu autant de millions... Oui, mais justement, comment quelqu'un qui a eu autant de millions, des milliards, des millions et des milliards, vous savez, là aussi, soyons sérieux. Alors moi, je voudrais, si le confrère... Vous ne me laissez pas répondre. Vous avez quand même le temps de parler, de vous expliquer sur la question. Ce n'est pas l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui. Mais c'était important pour qu'on puisse faire un point. Mais là, je voudrais quand même que vous êtes d'accord avec moi, qu'on aille un peu vers l'actualité, qu'on aille un peu vers la prospective. L'actualité, c'est ce dialogue, c'est la fin de cette année, c'est l'angoisse qui règne dans le pays. Vous avez constaté, je crois que les amis vont nous compléter sur la question, nous ne savons pas exactement où nous allons. Nous sommes dans une année électorale, nous sommes en 2016. Aujourd'hui, il reste à peu près quelques mois pour que nous arrivions à la fin de la mandature, que ce soit pour les députés ou pour le président de la République. Le chef de l'État propose un dialogue qu'une grande partie de la classe politique refuse. La CENI propose quelque chose, elle est diabolisée. Nous sommes donc dans une situation d'impasse intellectuelle. La population qui a confiance, vous avez demandé ici qu'elle puisse faire confiance à l'élite, elle ne sait pas où est-ce que nous allons. Alors nous venons vers vous, en tant que membre de cette élite, pour nous dire quelle est votre lecture de la question d'aujourd'hui, celle du dialogue, celle des élections, celle de la prétendue insécurité qui régnerait, celle du chaos programmé. Quelle est votre lecture de cette question? Et les amis vont me compléter. Oui, la question aujourd'hui, moi je parlais dans, je crois, la 8e, et la 9e et la 10e tribu, je parlais de deux dialogues. Dialogue horizontal, dialogue vertical. Le dialogue horizontal est une réponse en perspective à une crise traditionnelle et cyclique d'ailleurs, qui oppose les acteurs politiques en haut. Entre eux, ils se disputent les pouvoirs. Et généralement, ça arrive en période d'alternance. Les uns veulent garder le pouvoir par la force, les autres veulent y arriver par la force. En fait, tout le monde veut contourner le peuple. C'est une culture chez nous. Parce que historiquement, on a rarement maintenu les caps qui consistent à respecter les alternances. Les dialogues horizontaux, qui pour moi doivent pointer à l'horizon, je n'entends pas par dialogue vertical un forum qu'on inviterait entre le peuple et les dirigeants. Non, j'entends par dialogue vertical des rencontres diffuses, des discussions dans les différents corps sociaux, mais aussi la discussion des dirigeants d'en haut avec les organes de base, qu'il s'agisse des organes de l'État, qu'il s'agisse des syndicats, des autres corps sociaux, les églises, etc., organisations syndicales. Ce dialogue-là, il est incontournable, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier dialogue, on va en parler, mais le second dialogue, c'est celui qui permet qu'on se réconcilie avec le peuple, y compris pour lui. Pourquoi ça n'a pas marché, et économiquement, et politiquement. Et oui, pourquoi on en est là? Vous allez regarder qu'en perspective aussi bien du dialogue politique que du dialogue vertical, aujourd'hui nous sommes en train de sombrer. La monnaie est en train de se déprécier. Les banques sont menacées de banqueroute. L'État est déjà en déficit. On est parti d'un excédent budgétaire positif. D'ailleurs, je peux appeler ça marge de trésorerie de 450 ans, parce que c'est en 2012, le gouvernement réalisait un excédent budgétaire qui n'était pas le fait d'une forte mobilisation des recettes par rapport à un niveau de dépenses qui était en descendant. Il est le fait que le gouvernement a comprimé ses dépenses. Il y a des dépenses qu'il n'a pas voulu financer.
entre autres, y compris pour stabiliser la monnaie, entre autres ici pour prévenir un certain nombre de dépenses en perspective, dont les élections. On est parti de cet excédent. Aujourd'hui, on est à plus ou moins 150 millions de dollars de déficit pour l'année 2015, plus ou moins. Et janvier et février, c'est des déficits qui s'accumulent. C'est la réduction aussi des réserves de change qui sont passées à 9, disons, à 9 semaines d'importation, aujourd'hui 6 semaines d'importation. Donc, sont partis plus ou moins de 180 millions, plutôt d'1,8 milliard de dollars comme réserve auprès de la Banque centrale, à aujourd'hui plus ou moins... Une diminution des recettes dues à la diminution des prix oui, due aux recettes d'exportation parce que la production a diminué d'une part, mais aussi les prix. Et donc, ces dialogues, il faut expliquer au peuple. Voilà. Parce que nous n'avons pas de voie de sortie aujourd'hui si nous ne faisons pas ce que j'appelle les troisièmes dialogues avec la communauté internationale, dont nous sommes mal séparés et nous continuons à ne pas avoir de bonnes relations avec elle. Pour les élections, nous faisons quoi? Pour les élections, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y aura des élections dans le délai. Je l'ai pressenti, je l'ai dit dans une de mes tribunes, je crois que c'est la 9e. Les dialogues horizontaux, j'ai pensé que nous n'allions pas être dans les délais. Et si nous ne sommes pas dans le délai, quel est le sort des institutions? Quel est le sort de la Constitution? C'est là le débat. Excusez-moi, Mozito. Alors, toujours dans le cadre de ces dialogues que vous voulez inclusifs, vous dites, je vous cite, que pour résoudre l'actuelle crise, nous finirons une fois de plus par nous mettre d'accord pour violer l'actuelle Constitution et par ce fait qu'il faut retourner au peuple pour la réhabiliter et installer par la suite un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même. Qu'est-ce que cela ça veut dire à ce moment où tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne peut pas toucher à cette même constitution? Oui, je n'étais pas en train d'exprimer un vœu en disant ce que j'ai dit là. J'étais en train de faire un constat et de scruter l'avenir sur cette base-là. Le constat est que nous allions violer, ou même mieux, chasser l'actuelle Constitution. Parce qu'une fois on arrive à la fin du mandat du président de la République, et puisqu'il ne peut pas continuer dans le cadre de cette Constitution, et puisqu'il n'y a personne pour les remplacer dans le cadre, je vais expliquer pourquoi dans le cadre de cette Constitution, le contraire est aussi possible. Hein. À ce moment-là, nous sortons de l'actuelle légalité. Et si nous en sortons, il faut passer par une transition. Qui dit transition, c'est passer d'un point A vers un point B en ayant un acte de transition pour ce qui nous concerne en politique. Et si nous passons par une constitution de transition, ce qui n'est pas un vœu, mais qui est un fait que je pressens au regard de l'évolution de la situation, il faudra tirer la leçon qu'il ne serait pas bon que les gouvernements qui seront installés, les institutions qui seront installées dans le cadre de cette nouvelle légalité des faits, rédigent une autre constitution en tant que pouvoir des faits et mettre le peuple devant un fait accompli en lui posant la question de savoir est-ce que tu veux cette constitution ou pas. Donc j'ai dit il faut résoudre une fois pour toutes ce que nous, aux Lumombistes, appelons péché originel. Péché originel qui consiste à doter le pays, donner au peuple des constitutions rédigées par des inconnus, c'est-à-dire rédigées par un parlement non élu, un parlement des gens qui se sont nommés, qui rédigent sans mandat du peuple, sans vision certifiée par le peuple a priori, sans option acceptée par le peuple, rédiger une constitution et poser la question oui ou non au peuple s'il accepte. Il faudra cette fois-là, à ce moment-là, attendre qu'on organise les élections par ces pouvoirs des faits, par ces gouvernements de transition, avec son parlement des faits, qu'ils organisent les élections, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, pour que seul le gouvernement élu, en Afrique du Sud c'était Mandela, avec son parlement élu, puisqu'il a eu la majorité, puisse élaborer une nouvelle constitution. Donc nous y allons. Ne me posez pas de questions pour penser que je suis en train d'exprimer un souhait. Je suis en train de constater la perspective et j'en tire les conséquences. Nous allons prendre deux questions sur cet aspect. Nous allons aborder la dernière partie de l'émission. Le temps passe vite. Hein. Alors, si vous avez une question, Annie aussi a une question et nous allons clôturer cette question du dialogue et de l'actualité pour aborder la dernière partie. Adolphe Mozito, en clair, pour ou contre le dialogue? Je raisonne ici dans le cadre de mon parti. Oui, pour les dialogues. Pour aboutir à quoi? Oui, pour les dialogues, y compris pour constater que les institutions sont tombées. Elles devraient tomber, la Constitution aussi, et qu'il faut trouver un relais. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir
allons au dialogue, y compris tout simplement pour nous entendre sur les élections, parce qu'on ne saura pas les organiser dans le délai. Malheureusement, ne soyons pas hypocrites vis-à-vis du peuple. Les gens ont tellement peur du peuple, et parce qu'ils ont un fâcheux précédent, et qu'ils n'osent pas lui dire la vérité. Il n'y aura pas d'élection cette année. Il n'y aura pas, de mon point de vue, c'est pas c'est pas un souhait que j'exprime, mais je constate qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que fondamentalement, pour quelles raisons? C'est pas moi qui réponds à la question, j'essaie d'interpréter la présentation de la CENI. La CENI nous a dit qu'il faut un minimum d'un mois, plutôt d'un an et demi pour les fichiers, pour enrôler les nouveaux majeurs, enrôler les compatriotes qui sont à l'étranger. Et tout ça, moi j'ai entendu aussi le G7 dire qu'il fallait revoir la configuration de la CENI. Je ne sais pas si j'ai mal lu dans une de leurs déclarations. Ça signifie qu'il faut prendre 2-3 mois pour nous mettre d'accord sur la nouvelle CENI qui va faire le fichier électoral, qui va faire l'enrôlement des nouveaux majeurs. Et donc, puis je connais cette classe politique parce que j'ai été de toutes les batailles. Donc, nous avons peur des élections, les uns comme les autres, pour des raisons différentes. Gouverner, c'est aussi prévoir. Comment entrevoyez-vous l'avenir politique de la République démocratique du Congo, avec ou sans Joseph Kabila comme président de la République? Cette question-là ne m'intéresse pas. Je ne crois pas que l'avenir du pays peut s'identifier à une personne. La question est de savoir quelles sont les institutions demain, quel est le contenu des visions, etc. de ces gouvernements de demain. Je ne peux pas ramener l'avenir du Congo à Kabila ou à son absence, parce qu'il y en a qui pensent que l'avenir du Congo passe par son départ. Il y en a qui pensent que l'avenir du pays, c'est son maintien. Je crois que nous avons des problèmes profonds sur lesquels nous devons réfléchir. Et parce que, d'abord, le premier problème, c'est que le peuple n'a pas confiance en son élite, mais aussi le peuple a perdu confiance en lui-même. Et le peuple peine même à exister comme peuple parce que finalement c'est un peuple qui n'a pas pu se fédérer à opter pour une vision, puisque la vision ne la lui a pas non plus présentée, faute des partis, des vrais partis politiques. Et donc c'est une bataille pour notre existence, pour notre autodétermination. C'est plus sérieux que ça. Ça va tourner, il reste très peu de minutes. Ça va tourner, donnez à l'Anita. Avec le démembrement des provinces est aujourd'hui effectif. Nous sommes passés de 11 à 26 provinces. Les organes délibérants des 21 nouvelles provinces sont déjà dotés de leur bureau définitif. Pour autant, Adolphe Muzito reste toujours dans sa position de la faillite de l'État en vue et du blocage comme évoqué dans l'une de vos tribunes. Oui, mais la faillite ne fait que s'aggraver, même si malheureusement on a du mal à la constater, parce que pour constater une faillite, il faut voir la comptabilité d'abord. Pour voir que les recettes c'est autant, les dépenses autant. Nos entités décentralisées, nos provinces n'ont déjà pas de budget, n'ont pas de comptabilité. Nos entités centralisées, nos secteurs, nos shérifs, nos chefferies. Donc la faillite, elle est manifeste. Déjà en regardant le budget 2016, 40% ont été amputés de plus ou moins 25% pour que les provinces contribuent à l'organisation des élections. C'est 250 millions de dollars qu'on a enlevés aux provinces, même si les soldes ne leur servent. D'ailleurs, actuellement, le gouvernement est en train de faire un plan de trésorerie pour enlever encore à des provinces des tranches qui sont déjà devenues insignifiantes du fait de leur augmentation. On est passé de 11 à 26 provinces. Quand vous voyez les tranches dégagées pour chaque province, je prends ma province, les Kwilu, c'est plus ou moins 80 millions de dollars. Au les Kwilu, c'est plus ou moins la moitié de l'ancienne province du Bandundu. C'est plus ou moins les doubles de la moyenne en termes des effectifs des fonds des enseignants. C'est la province qui consacre l'ensemble de sa rétrocession à financer l'enseignement. Et dans cet enseignement, les Kwilu, c'est la moitié de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins comme 44 000 enseignants, la moitié c'est les Kwilu et l'autre moitié les deux autres provinces, c'est-à-dire les Kwango et les Maïndombe. Donc ce qu'on alloue aux Kwilu ne couvre déjà pas cette nature de dépenses. Qu'est-ce qu'il en restera pour l'investissement et pour le fonctionnement de la province? Donc c'est la faillite totale. Elle est due au niveau du budget actuel, la tranche qui est libérée pour les provinces, et les amputations. On dit amputation ou ampitement, ampiter, c'est comme couper. Les amputations. Bien, pour financer les élections, qui pourtant, la dépense des élections est une dépense de souveraineté qui relève du pouvoir régalien, du pouvoir central. Et donc, les provinces doivent concourir. C'est des ressources à moins. Maintenant que le budget en question ne sera pas exécuté véritablement, comme c'est le cas depuis 3-4 ans, le budget en ressources propres, on est autour de 70%. Et donc, avec la chute actuelle de nos recettes d'origine minière,
Il va se poser un problème, non seulement pour organiser ces élections-là, mais pour faire fonctionner ces provinces, ces entités. La faillite est totale. Il ne faut pas l'imputer nécessairement. Ce n'est pas une critique que je formule en direction du gouvernement nécessairement, mais je constate l'état de notre nation qui nécessite un plan d'aide internationale. Oui, peut-on aujourd'hui parler des relations tumultueuses entre la majorité présidentielle et les Palous au regard des crocs en jambes quand même qui sont entretenus lors des candidatures des vice-gouverneurs et gouverneurs et même lors de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Palou où le Palou n'a même pas pu obtenir un poste au bureau. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Lui-même est suspendu au Palou. Ça n'a rien à voir, je reste militant du Palou. Je suis désolé que la majorité n'ait déjà pas d'instance. Parce que nous, on a un accord avec le PPRD. Et par transitivité, avec l'AMP, nous avons demandé et obtenu qu'on mette en place une instance de gestion de l'action gouvernementale. Espace où nous devions nous rencontrer pour dire est-ce que les choses avancent bien, est-ce que le gouvernement tient le cap, maintient le cap, est-ce que nous les soutenons suffisamment, est-ce que... Mais cette instance n'a pas fonctionné, malheureusement. Bon, c'est notre faute à nous tous, hein, mais ces choses auraient pu être résolues. Et c'est malheureux parce que nous avons un deal historique qui nous a mis ensemble, le président Kabila et Gizenga. C'est vrai que ce n'est pas un accord stratégique qui nous lie dans la durée, mais c'était un accord préélectoral qui a fait que le Palou n'a pas présenté des candidats en 2011. C'était d'ailleurs logique, ce n'était pas normal que vous souteniez un candidat, alors que la Constitution disait Gizenga lui donnait 2 mandats et que vous présentiez un adversaire pour battre campagne contre lui et donc contre votre propre bilan. On a dit, nous ne pouvons pas présenter un candidat en 2011, mais nous espérions que nous allions maintenir les caps pour l'avenir, quitte à ce que nous, présentant un candidat, les autres apprécient, parce qu'ils sont libres, ils étaient libres, présenter de nous soutenir ou pas. Mais j'ai l'impression que les choses n'ont pas très bien fonctionné. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est rattrapable. Nous allons aborder la dernière partie qui nous reste à peu près 5-6 minutes. Ce n'est pas beaucoup. C'est une première émission. Vous allez rester longtemps sans parler. Les questions sont inépuisables, les réponses seront aussi comme ça. Mais en vous entendant parler, d'ailleurs c'est la dernière partie de cette émission, vous constatez la faillite, tout va mal, là où vous n'êtes pas, c'est mauvais, là où vous étiez, c'était bon. On peut vous faire cette critique-là en disant, mais lui, c'est bon quand il est là, quand c'est mauvais quand il n'est pas là. Mais la question sérieuse, c'est la question de l'émergence. D'abord, il faut que j'évacue, parce qu'il ne faut pas... Non, non, s'il vous plaît, je vais évacuer. Je vais évacuer... Non, non, je ne vous laisse pas. Vous allez me permettre de répondre à cette question introductive. Ce n'est pas une question. Si. Vous allez répondre. Non, c'est même mieux qu'une question, c'est une affirmation. Je vous en prie. Bien. Jules Lepay est en faillite, mais je dis dans mes tribunes que c'est une faillite congénitale. Mais que malheureusement, la première génération des politiciens n'a pas pu évaluer. Quand nous entrons, d'ailleurs dans les ateliers du Palou, ça a été dit, quand nous devenions indépendants, déjà 5 ans auparavant, les Belges n'investissaient plus parce qu'ils se savaient partis 5 années après. Nous avons hérité de cette faillite. Mobutu nous l'a légué. Mais seulement nous essayons d'en sortir. Nous étions en train d'en faillite. La faillite, c'est quoi? La faillite, c'est l'incapacité pour une personne physique ou morale de faire face à ses obligations à court terme, principalement. Aujourd'hui, savez-vous que sur 500, 600 000 enseignants, nous ne payons que 350, 400 000 enseignants. Les autres, on ne les paye pas et pourtant ils pressent pour le compte de l'État et ils ont un contrat avec l'État. Savez-vous que beaucoup de fonctionnaires dans la magistrature, nous sommes incapables de payer ça. Nous accumulons des arriérés. C'est parce qu'on n'est pas encore un état de droit, on est un état de droit en construction que nous nous permettons cela. Si ces messieurs étaient syndiqués, c'est là l'intérêt des forces tampons que sont les forces sociales, les syndicats. S'ils étaient organisés en force réelle, ils auraient mis le gouvernement en genoux. Et si le gouvernement n'aurait pas été capable de payer le salaire, c'est comme ça s'est passé en Grèce. Nous avons près de 2 milliards de dettes vis-à-vis du secteur privé national, puisque nous ne payons pas ces dettes. Ces dettes-là, ce secteur privé ne peut pas donner sa contribution à l'augmentation de la richesse. Mais comme ils ne sont pas une force organisée, ils n'ont pas réussi à mettre les dirigeants, y compris à mon époque, bien entendu, les dirigeants, ici je raisonne en dialecticien, les gouvernements en position de se voir obligés de chercher l'argent ailleurs. Et moi je pense que nous sommes en faillite. Je ne pense pas qu'on puisse
développer une économie, je dis bien, développer une économie en partant d'une situation de faillite. Il faut sortir de la faillite. C'est un préalable, avant même d'amorcer les autres étapes, y compris la construction des infrastructures. Alors donc, faillite, pas seulement avec Matata, même si elle s'amplifie parce qu'il a rompu avec les partenaires extérieurs, mais faillite congénitale, faillite que j'ai laissée, que je lui ai léguée. C'est facile de remonter quand on veut remonter les responsabilités. Mais ma question est celle-ci, et je crois que... alors, quand vous faites une analyse, vous êtes nationaliste, vous êtes lombiste, vous faites une analyse pour que nous puissions sortir de la faillite, on venait de parler, mais on sent que vous suggérez encore qu'on aille chercher l'argent à l'extérieur. Vous voulez encore que ce soit l'Occident qui vienne encore nous prendre à la main, alors que tous les efforts qui ont été menés depuis quelques années sont des efforts intégrés. C'est la force intérieure. C'est derrière, il y a même un fonds, un mot qui est usité. On parle même de fonds propres. Fonds propres du gouvernement pour pouvoir réaliser tel ou tel autre événement. Comment un nationaliste peut, comme principe intellectuel, soutenir le dialogue avec les néocolonialistes? Le néocolonialisme a prévalu dans un rapport de force déterminé. Et je crois que nous sommes en train d'aller vers notre autodétermination. C'est un long processus. Donc ça ne sert à rien de revenir à ça. L'impérialisme a existé et existe. Les multinationales, qui sont l'expression de l'impérialisme, ça existait. Non, il ne s'agit pas de ça. Déjà, les multinationales, y compris les États occidentaux, s'en plaignent. Il était normal pour un jeune État qui se plaigne dans un rapport de force où il était faible. Et aujourd'hui, la vision, c'est de dire comment apprivoiser, domestiquer les grands capitales pour qu'on s'en serve, qu'on la mette au service de nos intérêts. Bon, voilà. Non, nous ne sommes pas, on n'a pas fait de sacrifice pour obtenir l'annulation de la dette dans les proportions qui auront été les nôtres, pour rester dans cette situation de virginité financière. La virginité, vous savez, le Congo est vierge en fait, hein? C'est-à-dire que la forêt est vierge, les finances publiques sont vierges, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas grévées d'hypothèques, et avec la virginité, vous ne pouvez pas procréer. Vous vous vanterez de la virginité, mais il ne faut pas se plaindre de ce que vous n'ayez pas la progéniture. Il faut être fécondé par les autres, parce qu'ici, au monde sur Terre, Dieu n'a pas fait en sorte qu'il y ait une personne physique ou morale qui puisse se suffire. On a toujours quelque chose que les autres n'ont pas. Et on a toujours besoin de quelque chose que les autres ont. Nous n'allons pas chez les Occidentaux pour chercher l'argent seulement. Nous allons chercher leur argent en même temps que nous leur disons de venir chercher ce que nous avons qu'ils n'ont pas, et qu'ensemble on crée la richesse, qu'on se la répartisse. La dette n'est pas une mauvaise chose. Donc vous prenez un endettement? Je prends un endettement, mais pas seulement l'endettement, la possibilité de mobilisation des ressources dans le cadre du partenariat public-privé, mais un endettement qui est réciproque, entre nous et le monde. Si vous êtes d'accord avec nous, on va vous... Nous prenons l'endettement parce que je ne vais pas vous laisser passer un message négatif dans l'opinion. Nous avions 15 milliards de dollars, 14 milliards de dettes. Aujourd'hui, nous avons 4 milliards, alors qu'on a besoin de centaines de milliards pour faire les routes qui permettront qu'on crée la richesse, y compris pour rembourser la dette. Nous n'allons pas léguer aux générations à venir cette virginité, des forêts denses, et même des jeunes sans travail, et donc sans endettement. Retenez, un jeune Belge a une dette de 50 000 dollars par an qu'il doit rembourser, en même temps qu'il a un revenu, celui qui travaille, en moyenne, un revenu aussi de 50 milliards de dollars. Donc il est riche mais endetté. Nous devons choisir être riche et endetté ou être pauvre et non endetté. Donc nous sommes allés à l'annulation de la dette pour créer les conditions d'un bel endettement, et parce que nous en remplissons les conditions, aussi bien en termes de la hauteur du budget actuel qu'en termes de notre PIB et de notre balance de paiement. Nous sommes capables de financer un service de la dette à hauteur de 1 milliard de dollars, avec en contrepartie un endettement qui nous permet de financer des infrastructures qui vont permettre qu'on crée plus de richesses et passer d'un budget aujourd'hui de 40 milliards à un budget de 150, 170 milliards de dollars. Parce que le potentiel y est, il s'agit seulement de les féconder. Merci. Anita, une seule question. D'accord. Adolphe Mosito, aujourd'hui, en termes d'indicateurs, le taux de croissance se situe à plus ou moins 8%, soit en dessus de la moyenne africaine. Le taux d'échange
Au-dessus de la moyenne africaine. Au-dessus de la moyenne africaine, merci. Le taux d'échange est stable en dépit de quelques... Il est en train de sombrer. Hein. En dépit de quelques dépréciations, justement, que nous constatons actuellement sur le marché. Et qui risque de se pérenniser. Qui risque de se pérenniser. Je vais terminer ma question, s'il vous plaît. Le taux de chômage a sensiblement baissé. Hein, il a été quand même revu un peu à la baisse. N'est-ce pas là la maîtrise du cadre macroéconomique fourni par le gouvernement Matata? Pardon? N'est-ce pas la maîtrise du cadre macroéconomique fourni par le gouvernement Matata? Il y a quand même mais moi je pense que la maîtrise... Des efforts qui ont quand même été fournis. Je n'ai pas cette impression, malheureusement. On a arrêté avec les plans de construction des routes et de l'ensemble. On ne mobilise pas les ressources extérieures qui devaient financer les infrastructures. On ne mobilise pas à 100%, ou tout au moins à un niveau plus ou moins acceptable, 80-90, les ressources propres. Et le gouvernement aujourd'hui, avec un budget de 6 milliards de dollars, devait avoir un 12e mensuel de 500 millions de dollars à aligner en moyenne par mois. Mais plus ou moins les prévisions sont largement en deçà. Non seulement les prévisions au plan des trésoreries sont en deçà, mais aussi le niveau d'exécution est faible en recettes, mais surtout les niveaux de dépenses au-dessus, de sorte qu'on entre dans un gap. Les ressources en termes de devises étaient en train d'augmenter aujourd'hui, elles sont en train de baisser et les banques commerciales sont en situation, en cessation de paiement, sont en difficulté compte tenu de la dollarisation de l'économie. Ça signifie quoi? Ça signifie que les banques commerciales, puisque 90%, 95% de leurs dépôts sont en devises, quand il n'y a pas assez de devises qui entrent dans le pays en termes d'avoir extérieur net, mais les banques ne peuvent pas faire face aux demandes de crédit, mais aussi aux sorties des fonds de la part de leur clientèle. Et parce que dans l'entretemps, le gouvernement bloque un peu l'expansion monétaire, et parce que le gouvernement lui-même doit se financer, et pour combler son propre déficit, il ne peut pas ouvrir les deux ventes. Je ne crois pas que la situation soit bonne. Donc moi, je constate que la stabilité du cadre économique n'a pas été la contraction de l'augmentation des recettes du gouvernement, mais a été le fait de la réduction des dépenses de l'État. Ce qui d'ailleurs, puisque l'État, quand il prélève 500 millions de dollars dans l'économie au titre d'impôts, il doit renvoyer cet argent en dépensant. Mais s'il ne renvoie pas, eh ben, il y a contraction de l'offre et de la demande. De sorte que ça crée un peu une espèce de récession. Et donc, parce qu'il y a eu de la contraction de la demande, et il n'y a pas eu augmentation substantielle des salaires, parce que nous, déjà en 2007, 2008, 2009, nous avons, tout en n'ayant pas encore les mines au niveau actuel de production, nous avons pu obtenir la croissance tout simplement parce qu'on a boosté la demande et la consommation par l'augmentation de salaire. Déjà, moi, en ressources propres, j'ai dépensé, mon gouvernement dépensait plus ou moins 40% qu'il consacrait au salaire. Mais j'ai l'impression qu'on est allé largement en dessous de cette fraction-là. Et donc, moi, j'ai dit la stabilisation, oui, mais la contrepartie, en fait, qui frise la récession, la contrepartie de la compression des dépenses de la part de l'État, aux dépens des dépenses d'investissement, mais aussi aux dépens des dépenses sociales. Adolphe Mouzito, à comprendre vos tribunes et à vous entendre parler, le pays est mal géré, il n'existe pas de croissance. Le pays n'est pas mal géré, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas non plus dit le contraire. J'ai dit que le pays a changé d'orientation. Pas chaud, pas froid, on est où? Non, j'ai dit ceci. Premièrement, on est sorti de l'orientation originelle, qui était que, l'État congolais assainit ses finances, y compris en augmentant la production, ce qui suppose qu'il travaille avec les partenaires extérieurs, y compris pour les soutenir en cas de rupture de l'équilibre budgétaire prévisionnel, y compris pour obtenir des appuis à la balance des paiements au cas où nos recettes venaient à baisser, parce que nous sommes un pays tributaire du reste du monde. Nous vivons de la vente, ou de l'achat par les autres, de la vente par nous, mais l'achat par les autres de nos produits. S'ils ne veulent plus acheter parce que leur économie ne demande pas, nos recettes baissent. Et donc si les recettes baissent, le rôle du FMI, c'est de vous donner un complément pour stabiliser votre monnaie et rencontrer la demande de vos devises. Et donc j'ai dit, ça, on est sorti de cette orientation du partenariat avec les FMI et la Banque mondiale, qui étaient en fait non seulement des coachs, mais des bailleurs de fonds en cas de rupture de ces équilibres dont je viens de parler. Deuxièmement, nous avions levé l'option déjà depuis le dialogue international. Les dialogues nationaux, laissez-moi terminer s'il vous plaît, c'était de nous désengager du secteur productif.
l'État devait lâcher les entreprises publiques, Régideso, toutes les entreprises structurantes, au profit de marchands, des vrais investisseurs. Soit en ouvrant le capital, soit en redimensionnant ces entreprises pour en créer plusieurs et obtenir qu'il y a des partenaires qui viennent, soit en les donnant en concession ou tout moins pour partir de leurs actifs immobilisés. On est sorti de cette orientation. Maîtrisez mieux les chiffres. La croissance à des chiffres dont nous parle le gouvernement Matata Ponyo et l'émergence 2030, illusion ou propagande? Je vous repose la question. 11e tribune. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, j'enchaîne. Je voudrais qu'il pose la dernière question. Ma dernière question, c'est dans la lignée de celle de Rachel, honorable. Évidemment, j'ai eu peur de l'avenir de ce pays en certains moments en lisant votre tribune. Vous dites que nous sommes un royaume d'aveugles. Nous sommes sous-pauvres et plus pauvres en 2035. Mais on sait que... Non, je n'ai pas dit qu'on sera... Pour nous, les hommes pour nous n'est pas l'ordre du jour en l'an 2030. Très bien, merci. Vous me donnez l'occasion de clarifier. Non, j'ai dit nous sommes sous-pauvres. Sous-pauvres. Il y a des pauvres et des sous-pauvres, etc. Un pauvre vit avec $1.8. J'arrondis $2 par jour. Nous vivons avec $1.4, c'est-à-dire $1.45. Mais je dis qu'en passant, 15 ans auparavant, donc en 2001, nous vivions avec 35 en moyenne, parce que le PIB était autour de 5 milliards pour une population qui était autour de 50 millions. Quand vous faites la fraction, vous trouvez que les Congolais vivaient avec 35. Il y a une très grande évolution. Mais cette évolution-là, malheureusement, ne peut pas être perceptible parce que les retards à rattraper étaient très importants. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on est à 1.4 et donc toujours en deçà du seuil de pauvreté qui est de 1.8. Et donc, nous devons nous battre pour atteindre le seuil de pauvreté, notamment approcher $3 d'ici 15 ans. Mes calculs montrent que nous devons avoir un taux de croissance, une moyenne de 10% sur les 15 années à venir pour augmenter notre PIB. De 40 milliards, il est très important par rapport à la plus, je n'ai pas mes chiffres ici, par rapport à la plupart des pays africains, mais seulement lui, il se rapporte à une population de 80 millions. Alors que par exemple, le Congo-Brazzaville a un PIB de 15 milliards seulement, donc plus ou moins le tiers du nôtre, mais ils sont 4 millions, donc 20 fois moins nombreux que nous. Les richesses à nous répartir est très faible comparée à la population. Et donc, nous devons travailler dur pour devenir pauvres. Pour passer du sous-pauvre, c'est comme un sous-lieutenant et un lieutenant. Donc vous passez du stade de pauvre. Alors l'horizon, pour moi, l'émergence va consister, comme entre 2001 et 2015, passer de 35 à 1.40, c'est une émergence sous généris, et passer aujourd'hui de la statut de sous-pauvre à un statut de pauvre, parce que dans 15 ans, toutes choses égales par ailleurs, si nous maintenons ces caps, ça suppose qu'on finance aussi les infrastructures, nous pourrions atteindre le niveau, nous pourrons, il ne faut pas rigoler, moi ça me fait pas rire. Nous allons émerger pour arriver au stade de pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, qui sont des pays pauvres. Et ce n'est qu'en passant par ces transitions qu'on pourra rêver nos pères d'aller à l'émergence, mais de passer comme pays en voie d'émergence. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, honorable Zito. Vous avez été fidèle à vous-même, vous avez répondu à toutes les questions. Alors je voudrais vous poser la dernière et c'est la conclusion. Quels sont les ressorts de votre action? Qu'est-ce qui vous détermine? Malgré les critiques, malgré les suspensions du pro-parti, malgré tout ce qu'on a comme colibé, vous restez là, debout, en train de vouloir agir vers la fin. Quel est le ressort? Vous pouvez, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, je crois que j'ai quelque chose en moi, humblement, qui me pousse à l'action. Vous voyez, moi j'étais jeune quand je suis allé voir Gizenga et les soutenir dans son combat. J'étais un jeune inspecteur de finances, encore fonctionnaire. Mais je me suis mis à sa disposition pour le coup. Donc il y a quelque chose dont je ne suis pas très conscient, peut-être que vous pourriez m'aider à ces propos. Je pense que par rapport à ses parcours, aux côtés de Gizenga, un grand résistant, l'histoire rendra compte. Et il aura été injuste avec lui. 27 ans d'exil, il a tenu tête au grand capital. Il n'a pas négocié avec Mobutu. On a dit qu'il n'était pas ici, mais il ne pouvait pas être ici, on allait les manger par le régime, qui pouvait aussi accepter de lui donner un poste, parce que Mobutu a donné le poste à tout le monde qui le voulait, hein, quels que soient les degrés d'opposition. Il a dit non. Nous, on l'a suivi dans un contexte difficile d'oppression. Et nous avons soutenu cette lutte-là. Maintenant, on est passé à une nouvelle lutte.
Celle-là est-elle des libérations? Celle-ci, c'est celle d'un défi, nous libérer contre nous-mêmes, relever les défis de la construction du pays et de son développement. Et donc, nous pensons que nous avons quelque chose à donner, humblement, qu'on a reçu d'élus, mais aussi de notre formation universitaire. Moi, j'ai fait, en sciences économiques, j'ai fait l'économie publique. J'ai fait les finances publiques. Et je n'ai travaillé que chez l'État. Les privés, je les ai connus dans le cadre de mon boulot d'inspecteur de finances et de contrôle. J'en ai fait des amis aussi. Je travaillais avec Gizenga. C'est une chance historique, il ne faut pas la perdre. Du moins, nous devons tout ça aussi au pays. Donc je me sens une responsabilité de contribuer et d'accompagner ce peuple. Et comme vous le faites, comme nous le faisons nous tous. Merci. Merci de cette déclaration. Ceux qui ont les oreilles l'ont entendu. Nous avons fait notre devoir de vous poser des questions sur votre conviction, sur votre démarche, et nous avons recueilli vos analyses sur la situation du pays. Merci donc d'avoir eu cette activité républicaine et surtout d'avoir contribué à cette émission. Merci aussi aux confrères d'avoir participé activement. Évidemment, ce n'était pas facile, le temps était très raccourci, les questions on ne les a pas finies, mais surtout aussi, je prends la promesse que nous vous retrouvons régulièrement pour que vous puissiez donner ce que vous pensez avoir reçu aussi de votre propre histoire. Merci aussi aux amis téléspectateurs, mais surtout à cette équipe technique qui nous a acquis ici à Bibois où nous sommes pour cette émission. Nous espérons que vous allez la suivre et que vous allez réagir parce que nous voulons ainsi faire réagir la population sur ces questions essentielles de notre nation. Au revoir et à la prochaine.